à tous. Bienvenue pour ce webinaire sur l'appel à projet de la Fondation Saint-Mathieu. On va d'abord commencer par un tour de table et se présenter chacun des intervenants sur ce projet. Donc, je suis Solveig Wattel, je fais partie du secrétariat général de l'enseignement catholique et je suis coordinatrice au pôle Accueil de tous qui concerne la mixité sociale et scolaire et l'éducation inclusive. Je laisse la parole à Florence qui va se présenter. Bonjour à tous, Florence de la Laurentier, de la Fondation Saint-Mathieu, et je suis en charge du mécénat et du développement. Jean-Marc Petit, délégué général de RENASUP, RENASUP étant l'organisme officiel de l'enseignement catholique en charge de tout ce qui est enseignement supérieur des lycées et des centres de formation, dont les CFA. Benoît Skouratko, je suis chargé de mission aux qualifications du secrétaire général, collègue de Solveig, et je travaille sur le second degré, collège-lycée, voie professionnelle et orientation. Solveig, juste pour pouvoir ouvrir notre webinaire et rentrer dans le vif du sujet, pourquoi ce webinaire ce soir? Alors, ce webinaire concerne un petit peu différents acteurs, donc je vais me passer sur les acteurs et je laisserai Jean-Marc compléter. Eh bien, cet appel à projet, ce webinaire est un appel à projet qui est soutenu également par RENASUP et le secrétariat général, et plus précisément par notre pôle, parce qu'il concerne directement l'éducation inclusive. Il y a plusieurs destinataires qui sont présents aujourd'hui et je les en remercie. Donc, tout d'abord, les chefs d'établissement. Ils ont eu l'envoi d'un courrier de la part de la Fondation Saint-Mathieu qui a été signé de façon tripartite par la Fondation, RENASUP et le secrétariat général. C'est eux qui sont ces fameux porteurs de projets et qui vont permettre à nos jeunes de bénéficier de nouveaux dispositifs pour les aider à aller dans le chemin de leur parcours scolaire et plus généralement de leur parcours de vie. Nous avons également le plaisir d'avoir les responsables éducation inclusive qui ont eu l'information par le Waller et également au niveau du replay, puisque nous savons que dans les territoires, ce sont des accompagnateurs précieux. Ce sont ceux aussi qui permettent parfois de relayer, de diffuser dans d'autres lieux de leur diocèse ce qui se passe et ce qui se vit. Et enfin, ce sont ceux qui sont aussi parfois à même de connaître les projets dans leur territoire en fonction de la politique régionale. Jean-Marc, tu veux peut-être ajouter quelque chose? Oui, non, simplement, il y a un certain nombre d'enjeux qui sont reliés à cette question d'assurer la possibilité pour un certain nombre de jeunes qui sont en fin de lycée, eh bien, et qui peuvent avoir quelques difficultés d'insertion, d'être accompagnés dans un dispositif qui va favoriser et l'insertion ou éventuellement aller vers une certification complémentaire, notamment ce qu'on appelle les certificats de spécialisation, pour les aider en fait à optimiser une entrée sur le marché du travail qui n'est pas évidente et avec un risque évidemment notamment chez les catégories sociales les moins favorisées, d'avoir des régressions cognitives par rapport à ce qu'ils avaient appris pendant leurs études secondaires et donc, c'est ça qui est majeur. Et c'est pour ça qu'on avait observé ce qui s'était fait à Roubaix. Et on s'était dit qu'avec la Fondation, avec le SGEC, que ce serait peut-être intéressant d'élargir ce type de projet, non pas pour faire la même chose, mais pour optimiser finalement la suite de l'après, notamment l'après Ulysse Pro. Alors, pédagogie de projet innovation, mais avant d'insister sur ça, je voudrais revenir sur cette question d'appel à projet, qui est assez intéressante, puisque là, on est sur une invitation justement à rentrer et à soutenir cette pédagogie de projet d'innovation. Pour qu'il y ait une innovation, certes, il faut identifier un besoin, il faut qu'on invente une stratégie, il faut qu'on soit dans la création de quelque chose qui n'était pas là ou préexistant. Et comme l'a évoqué Jean-Marc précédemment, il nous dit bien qu'on s'adresse à des jeunes qui ne vont plus relever forcément du lycée. Et donc, on va explorer un espace qu'on n'a pas l'habitude d'explorer dans nos lycées, hein, puisqu'on pourrait se dire c'est plus notre affaire, puisque là, les jeunes ont été conduits jusqu'à un niveau de formation. Et même s'ils ont de formation, est-ce que c'est de notre devoir d'aller jusqu'à une insertion professionnelle ou à une conduite d'études? Eh bien oui, puisque c'est la question de l'accompagnement. Et là, justement, dans cette logique de l'innovation et la conduite de projet, ça veut dire qu'on a une invitation à identifier des besoins, à identifier aussi les ressources qu'on pourrait avoir, mais à identifier aussi les problématiques à traiter et à travailler.
Jean-Marc nous a donné précédemment quelques éléments clés qui vous aideront à pouvoir identifier ces problématiques. Mais quand vous allez entendre effectivement la présentation de l'appel à projet, vous allez vous rendre compte que ça va rencontrer des questions problématiques et des questions professionnelles que l'on rencontre et qu'on n'a des fois pas le temps ou ni l'énergie ou ni les moyens ni la prise de conscience. Et c'est justement ça qui est intéressant, c'est que cet appel à projet, pourquoi on a voulu le soutenir, c'est que ça nous invite à prendre du temps, à pouvoir imaginer quelque chose qui n'est pas encore là et qui permettrait d'accompagner celles et ceux qui sont dans une situation qui pourrait être soit le décrochage total, ou soit un éloignement, même plus loin que l'école, un éloignement de la voie professionnelle, et aussi un retour à une forme de prise en charge par la famille de ce qui a été pris en charge à un moment donné, accompagné à un moment donné par le lycée, et une invention nouvelle d'un accompagnement qui n'est plus uniquement l'accompagnement qu'on avait connu jusqu'à la terminale, mais là, un accompagnement qui va aller sur accompagnement de la personne dans des démarches, accompagnement de la personne dans un bien-être et un mieux-être, et aussi un accompagnement de la personne avec une prise en compte et une prise en charge du contexte dans lequel il est. Donc cette dynamique de projet, ça veut bien dire se projeter, puisque quand on prend le mot projet, étymologiquement, c'est aller vers l'avant. Donc c'est pour aller vers l'avant et quelque part se projeter, on prend appui sur un déjà là. Donc la question de la pédagogie de projet, c'est sortir de la notion de table rase et être bien sur un appui concret, des constats, des diagnostics qu'on a pu faire et se dire à un moment donné, ben, c'est là qu'on voudrait aller, on se projette vers l'avant et pour arriver là, c'est imaginer des stratégies, des parcours, des modalités d'accompagnement, des temps de formation aussi bien pour ceux qui accompagnent que pour la personne accompagnée, mais aussi les personnes qui entourent la personne accompagnée. Et donc, c'est ces stratégies-là qui vont permettre l'innovation et qui vont permettre de pouvoir être force de proposition. Et plus que de chercher quelque chose d'extraordinaire à faire, c'est peut-être aussi se dire à un moment donné dans cette pédagogie de projet innovante, c'est se dire qu'est-ce qui manque là pour qu'on puisse accompagner au mieux ces jeunes et éviter cette situation qu'a évoquée Jean-Marc, qui est de régression psychosociale, régression cognitive, détachement aussi des contacts avec les autres, et puis une perte de confiance en soi, une perte de l'estime de soi, qui peut provoquer plus loin que le décrochage, qui peut créer un mal-être et éloigner le jeune presque des autres, de la voie professionnelle, d'une insertion professionnelle, mais on pourrait dire même de lui-même, en créant une faille qui serait difficile. Donc l'idée, c'est de prendre en charge cette démarche-là par une démarche d'innovation. C'est ça qui nous semble intéressant et c'est pour ça que maintenant on va donner la parole à Florence pour qu'elle puisse nous présenter la Fondation Saint-Mathieu, avant même qu'on rentre dans ce projet, cet appel à projet de façon précise, savoir avec qui vous serez amené à collaborer, à travailler, quel est votre interlocuteur, et ce qui est très intéressant, c'est quel est l'interlocuteur qui va vous amener à rentrer dans une dynamique que vous n'auriez peut-être pas forcément imaginée jusqu'à maintenant. La Fondation Saint-Mathieu, donc, je la présente. Elle soutient donc le développement des projets des établissements d'enseignement catholique en France sous contrat d'association avec l'État. Donc, c'est bien la raison pour laquelle on travaille avec le SGEC et avec RENASUP. C'est une fondation qui est reconnue d'utilité publique, qui a été fondée en 2010, mais qui n'est pas confessionnelle. Ceci étant, elle ne soutient que les établissements de l'enseignement catholique. Donc, ses bénéficiaires, donc c'est l'ensemble de ces élèves, c'est-à-dire les 2,1 millions d'élèves à peu près, de l'école maternelle jusqu'au post-bac. Et donc, vous êtes 138 800 enseignants et il y a plus de 7 000 établissements scolaires. Son action, en fait, elle est double. Hein. C'est d'abord de collecter des fonds et puis après d'attribuer des aides remboursables. Donc, collecter des fonds, c'est pour les établissements scolaires d'enseignement catholique. Ces fonds, on va les rechercher auprès de personnes physiques et aussi auprès de personnes morales, mais en tout cas pas auprès des services de l'État. Et puis, ces fonds, on va les redistribuer après, soit sous la forme d'aides remboursables, soit de subventions. Et on va aussi répondre avec des établissements scolaires à des appels à projets. On fonctionne de façon restreinte puisque nous sommes 8 salariés. En revanche, on a beaucoup de bénévoles parce qu'il y a plus de 300 bénévoles parce que la Fondation Saint-Mathieu est présente dans de nombreuses régions en France. Voilà, non. Elle est sous le format de fondation sous égide. Mais ce qui est important de retenir, c'est que nous sommes 8 salariés, qu'il y a 300 bénévoles et que c'est moi avec Benoît, Solveig, Jean-Marc et puis avec Vincent, le délégué général de la Fondation Saint-Mathieu, tous ensemble, nous allons étudier vos dossiers. Voilà. Donc voilà, je précisais un petit peu comment est-ce qu'on collectait les fonds avec le marketing direct auprès de personnes physiques, avec une plateforme qui s'appelle J'aide mon école qui finance les projets des établissements scolaires. Cette plateforme, peut-être que certains d'entre vous la connaissent, peut-être que certains d'entre vous l'ont utilisée. Cette plateforme, donc, elle permet de convaincre les parents et les proches des élèves de financer quelques projets.
Et puis, il y a une troisième façon aussi de collecter des fonds, c'est aussi le mécénat. Et ce mécénat permet de financer un certain nombre de projets pédagogiques auprès de fondations ou d'entreprises. La slide suivante va donner quelques exemples. La plateforme de crowdfunding J'aide mon école a accompagné plus de 650 établissements depuis sa création. Et là, au 19 janvier, il y avait 83 écoles qui faisaient appel à cette plateforme. Donc, je vais vous donner trois exemples. Il y a l'école Saint-Vincent à Bully qui demande effectivement donc, aux parents d'élèves et puis aux proches des parents d'élèves de rénover les bâtiments qui sont à une inondation à hauteur de 4 000 euros. L'école des Tilleuls à Grand-Laon qui a besoin de renouveler son parc informatique et de remplacer ses éclairages par des LED. Là, on est sur un montant qui est plus conséquent, c'est 15 000 euros. Et l'école Saint-Jean à Libourne qui a besoin de créer un mur d'escalade pour 5 000 euros. Donc, vous voyez que cette plateforme, en fait, elle est sur des projets qui sont quand même assez différents, mais qui sont dans l'ensemble tous des projets immobiliers. Sur la partie du mécénat, la Fondation Saint-Mathieu, voilà, à titre d'exemple, elle accompagne 3 classes en ce moment. La classe Soleil, qui est pour les enfants autistes et qui dépend à 100% des dons. Donc, c'est-à-dire que c'est uniquement du mécénat qui fait fonctionner. Et à ce jour, nous l'avons accompagné à hauteur de 80% du budget. Il y a le DIFEP à Roubaix, dont vous avez peut-être entendu parler, et dont parlait tout à l'heure Jean-Marc Solveig et Benoît, qui est donc un dispositif d'insertion des jeunes en situation de handicap et sans solution de sortie après leur scolarité. C'est typiquement le projet de l'appel à projet. Et là, on aide aussi, nous, la Fondation Saint-Mathieu, on aide le DIFEP à financer ce projet. Il y a plus de 6 fondations qui se sont intéressées à ce projet au titre de 2023, et puis ce sera la même chose pour 2024 et 2025. Et enfin, sur un tout autre projet, l'ensemble scolaire à Saint-Vincent-d'Andaille, qui, pour préserver la ressource en eau, a fait appel au mécénat. Et il y a des fonds, effectivement, qui ont été apportés par 3 fondations d'entreprises. On va revenir sur quelques petits éléments clés et quelques notions clés qui ont été évoquées à la fois dans ce que vous venez de redire, Florence, dans la présentation des différentes choses accompagnées par la Fondation Saint-Mathieu, mais aussi dans ce qui a été dit par Solveig et par Jean-Marc. On est d'accord que cet appel à projet, il va prendre un accent important, en tout cas s'accrocher très fortement à la notion de l'accompagnement d'un public bien précis, bien identifié, qui est celui de ces jeunes qui se trouvent sans situation après un parcours de formation, sans situation de poursuite d'études ou d'insertion professionnelle. Mais sur cette question de l'accompagnement, on revient aussi aux valeurs profondes de l'enseignement catholique, sur cette vision de l'accompagnement, qui est un accompagnement où on prend en compte l'intégralité de la personne. Quand j'ai évoqué tout à l'heure le fait de trouver des solutions, le fait d'accompagner la personne dans des démarches, mais aussi de proposer quelque chose dans ce projet qui va être sur l'accompagnement à l'estime de soi, refonte aussi de la prise de confiance en soi, on est bien sur cette attention à la personne dans l'ensemble de ses dimensions, à la fois dans sa formation, à la fois dans sa préparation et sa dimension de parcours de formation et parcours de vie. Et on est bien sur un projet qui va articuler vraiment profondément ces deux données essentielles, le parcours de formation, le parcours de vie, comment ça peut se rencontrer et comment on peut revenir à un accompagnement sur une dimension de pourquoi on est fait et qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme solution. Il y a aussi cette approche de l'accompagnement à l'orientation et à la formation avec la notion de vocation qui était propre pendant très longtemps à l'enseignement catholique, mais maintenant qui est rentrée effectivement dans le langage commun autour de l'orientation. Alors c'est effectivement la vocation telle qu'on l'entend nous sur la vocation intégrale, on n'est pas du tout sur la question effectivement que transcendantale, on est bien sur comment on accompagne la personne à trouver sa place et à trouver une place qui lui permettra de pouvoir établir des liens, un lien avec lui-même, un lien avec les autres, mais aussi avec des aménagements justement dans cette place. C'est peut-être pas un retour total à l'emploi, c'est peut-être pas forcément un stage long, ça peut être aussi des stages ponctuels. L'idée, c'est vraiment d'interroger quel type d'accompagnement dans ce projet vous voudrez proposer. Et à partir de là, vous allez pouvoir explorer l'appel à projet, présenté tout de suite par Florence, qui vous permettra de pouvoir dessiner les contours de votre proposition. Parce que là, quelque part, cet appel à projet vous amène à explorer des sphères dans lesquelles on ne travaille pas habituellement, où on travaille peu, où je dirais quelquefois on bricole, où on se débrouille. On essaye de faire avec les moyens du bord quelque chose, où on essaye de trouver des solutions temporaires. Là, l'idée, c'est de professionnaliser une approche. L'idée, c'est d'être accompagné pour pouvoir mettre en place des process, un accompagnement, et pas seulement qu'un dispositif.
C'est-à-dire que c'est bien ces éléments-là qu'on va articuler. L'appel à projet pour l'inclusion des élèves qui sortent des dispositifs Ulysse de lycée. Donc cet appel à projet, vous l'avez déjà vu probablement dans le courrier qui vous a été envoyé par voie postale ou vous avez pu le télécharger par mail. Cet appel à projet, c'est vraiment une volonté réelle de faire émerger des projets qui ne trouvent pas ou peu de financement. C'est important effectivement de les faire, de les faire grandir et l'idée, c'est vraiment l'idée de cet appel à projet. Vous avez vu ou vous allez voir que cet appel à projet, il y a des questions qui sont très précises qui sont posées et toutes les questions posées sont importantes parce qu'elles permettent de bien comprendre votre démarche. Grosso modo, c'est d'où vous allez, pourquoi vous y allez et comment vous y allez. Avec le dernier point qui est très important, c'est comment mesurez-vous l'impact de vos actions. C'est-à-dire que vous allez agir auprès des jeunes, auprès des entreprises. Et ce qui est important, c'est que vous soyez en mesure de bien expliquer dans l'appel à projet comment vous mesurez l'impact de vos actions. Est-ce que vous le mesurez de façon quantitative, de façon qualitative, au bout de combien de temps? C'est important en fait ça nous permet nous de nous dire, en fait effectivement, on est parti d'un point A pour arriver à un point B, et voilà ce à quoi on est arrivé. Ça pour nous c'est un point important. C'est aussi important, effectivement, ça on va bien regarder ce sujet-là. Effectivement, le projet que vous mettez en place, il faut pas qu'il fasse double emploi avec quelque chose qui existe localement. C'est assez rare. Nous, on l'a pas encore vu, mais il faut qu'effectivement, il y a un moment, c'est la question qui va vous être posée. Est-ce que vous pouvez bien effectivement nous confirmer que c'est pas quelque chose qui existe déjà, qu'effectivement, on ne fera pas double emploi. Ça, c'est important. Ou alors, si c'est quelque chose qui est assez semblable, effectivement, expliquer toute votre valeur ajoutée. Ça, c'est important d'expliquer la valeur ajoutée. Si je prends par exemple le cas du DIFEP, la valeur ajoutée du DIFEP, c'est que ils mettent en place des ateliers qui sont des ateliers cognitifs qui permettent aux jeunes de ne pas régresser cognitivement. Mais chacun, en fait, aura ses particularités. J'insiste aussi sur le fait que le dossier doit présenter dans le détail un budget avec emploi, ressources et ce sur 3 ans, parce que sinon on ne pourra pas étudier sérieusement le projet et nous, ça nous permettra de voir effectivement que vous impliquez, que vous arrivez à vous projeter effectivement sur 3 années. Alors, on est bien conscient que c'est quelquefois difficile de chiffrer un certain nombre de choses, mais on doit quand même pouvoir avoir une petite idée du coût des formateurs, du coût des intervenants, du coût du coordinateur ou de la coordinatrice. Vous allez aussi avoir probablement besoin de locaux. Est-ce que ces locaux, ils vous sont prêtés et mis à disposition gracieusement ou est-ce que vous devez payer un loyer? Est-ce que vous avez des transports qui sont prévus? Est-ce que vous avez des formations qui sont prévues? Donc tout ça, il faut bien le compter. Et un point qui est important, mais en fait on l'a mis dès le départ dans l'appel à projet. Si effectivement on doit choisir entre 2 dossiers de même qualité, je ne doute pas que tous les dossiers qui nous seront transmis seront de dossiers de grande qualité. On va privilégier les projets en fait dont le public est le moins favorisé ou bien lorsque le dispositif se situe dans des zones les moins favorisées de façon socio-économique, ça nous paraît important de pouvoir aider ces projets qui financièrement c'est plus compliqué pour eux parce qu'ils n'en ont pas les moyens financiers. Voilà. C'est important effectivement de bien prendre en compte cette dimension sociale parce qu'on sait que les risques de régression cognitive sont d'autant plus fortes que le capital social des parents sera faible. Et c'est dans ce sens-là qu'on souhaite effectivement privilégier l'action sur ce genre de public. D'ailleurs, je vous rappelle quand même que DIFEP le premier a été développé sur le secteur de Roubaix, dans un secteur peu favorisé, notamment pour cette raison. Sur la première page, ça c'est l'explication un petit peu. L'environnement dans lequel on est. Sur la deuxième page, en fait, on explique que peuvent candidater donc les dispositifs qui correspondent bien à l'objet statutaire de la FSM, qui relèvent bien d'une œuvre ou d'un organisme d'intérêt général qui concourt à la gestion d'établissements d'enseignement catholique. Donc ça, c'est bien précisé. Et la date aussi, la date de réponse, c'est ici, effectivement, le 28 février. Donc, ça vous laisse un peu plus d'1 mois pour pouvoir répondre à l'appel à projet. Les candidatures, elles sont à envoyer par mail à Florence.Delalorency. Donc, c'est mon adresse mail et c'est de la même façon, si vous avez des questions sur l'appel à projet, il y a des choses qui ne sont pas claires, vous souhaitez éclaircir, n'hésitez pas à me contacter par mail. Les dossiers donc seront étudiés par le secrétariat général d'enseignement catholique, Jean-Marc Petit avec RENASUP, et puis avec la Fondation Saint-Mathieu. Et nous vous donnerons donc les résultats en avril 2024. On a besoin d'avoir effectivement des informations concernant votre structure et notamment la personne qui est responsable du projet avec ses coordonnées à la fois mail et ses coordonnées téléphoniques pour qu'on puisse la contacter si jamais à la lecture du dossier, on a besoin d'avoir quelques éclaircissements. Le projet, c'est pas mal si le projet a un nom. Ce sera sympathique pour le projet et puis sympathique aussi pour nous. On vous demande de résumer le projet en 2000 caractères
Alors évidemment, c'est un peu de travail, mais ça vous permet aussi d'être concis, de faire ressortir les points saillants. Et si vous avez des difficultés à résumer le projet, je vous conseille de faire d'abord, enfin, de commencer par la question quelle est l'origine de votre projet et de toutes les suivre. Et à la fin, ça sera plus clair pour vous pour résumer ce projet. Alors, sur la question, effectivement, à quelle problématique voulez-vous répondre? C'était de comprendre, en fait, pourquoi est-ce que vous avez combien d'élèves qui sont dans la situation, effectivement, de sortie sans rien après cette classe Ulysse? Qu'est-ce qui se passe? Et quels sont les problèmes auxquels ils se trouvent, en face desquels ils se trouvent? Donc voilà, ça, il faut expliquer ça. Et puis, quelles sont la solution que vous avez trouvée? Donc, c'est-à-dire les actions que vous allez mettre en place avec les jeunes, avec les entreprises, hein, parce que les jeunes, effectivement, ils vont faire de l'apprentissage, ils vont aller en entreprise, ils vont avoir, l'idée, c'est effectivement qu'ils aient un travail en entreprise. Et quelles sont les actions que vous mettez en place? Donc, je vous demande de bien les détailler, parce que ça permettra de bien comprendre effectivement quelle est l'action. Le dernier point aussi, ce sont les partenaires, parce qu'il y a évidemment beaucoup de partenaires qui travaillent sur des sujets comme le handicap. Et c'est toujours intéressant de travailler avec des gens comme les AGFIP, le Pôle emploi, les missions locales, j'en passe, et des choses qui sont particulières aussi à votre région, à votre ville, à votre commune. Et c'est intéressant effectivement qu'on se rende compte que vous ne travaillez pas en vase clos, mais que vous travaillez avec tout un écosystème, et ça, c'est extrêmement important. Justement, Florence, par Oui. rapport aux partenaires, ça revenait dans la pédagogie de projet, c'est ça aussi, c'est l'idée d'identifier tous ces partenaires que vous avez évoqués, qui sont ceux avec lesquels enfin, qui sont spécialistes, qui sont connus comme étant accompagnants ou amenant des solutions par rapport au public identifié, mais c'est aussi ne pas hésiter à explorer la recherche de partenaires qui pourraient être des partenaires nouveaux, et c'est là dans ce sens qu'on a la question d'innovation. Je pensais par exemple sur la question de l'accompagnement au bien-être ou à la prise de confiance, hein, tout ce qui peut être de l'ordre du coaching, du travail sur la relation, de la prise de conscience en soi, les ateliers pour rédiger les CV ou relire un CV. Enfin, essayez d'explorer aussi dans votre territoire, d'explorer dans votre territoire des partenaires qui ne sont pas forcément ceux avec lesquels on a l'habitude de travailler. Une dimension d'exploration. Oui, Jean-Marc? Oui, et puis il ne faut pas oublier qu'il y a donc deux axes de travail qui sont un travail notamment d'accompagnement des jeunes en lien avec le tissu économique du territoire pour leur permettre une insertion immédiate dans l'emploi. Mais il y a aussi cette deuxième idée, c'est de leur permettre d'accéder éventuellement à des formations complémentaires dans lesquelles ils ont des chances de réussir et qui vont là aussi optimiser leurs chances d'entrer ensuite dans l'emploi. Hein, donc c'est bien l'accès direct ou une poursuite d'études et notamment via des dispositifs d'apprentissage. Si on prend l'exemple de Roubaix, eh bien ça s'adresse au niveau de dispositifs d'entrée en formation. Ce sont des entrées en formation par la voie de l'apprentissage, parce qu'on sait que c'est dans l'apprentissage qu'on augmente fortement les chances d'insertion professionnelle à l'issue de la formation. Qui a été posé là dans le chat et auquel on pourrait répondre tout de suite. Ce qui est intéressant, c'est justement, on a parlé du profil des jeunes. Est-ce que dans les jeunes accompagnés, alors je pose la question, hein, j'ai la réponse, mais je pense qu'elle est importante qu'elle soit posée. Est-ce que dans les jeunes qui peuvent être identifiés et faire partie du projet, est-ce que ça peut être certains qui ont bien obtenu quand même un diplôme, mais qui sont excessivement fragiles en termes de maîtrise des compétences? Tout à fait. Voilà, Oui, donc c'est important de le redire. Voilà, c'est pour ça que oui. je préférais le dire immédiatement plutôt que Et d'attendre la surtout les fin. compétences d'insertion, c'est-à-dire que c'est pas parce que j'ai le diplôme que je vais avoir un emploi. Et l'idée, justement, si la personne a le diplôme, c'est l'idée de l'accompagner jusqu'à l'emploi, ce qui est encore une autre question. Avoir un diplôme et entrer dans l'emploi, ce sont deux questions finalement complémentaires. Et c'est bien là que on a des jeunes qui ont un CAP, des jeunes qui ont un bac pro, et pour autant, bah, ils n'arrivent pas à entrer dans l'emploi pour des raisons diverses. Et donc, il s'agit de les aider à entrer dans l'emploi et surtout, en attente d'en trouver un, de ne pas régresser du point de vue cognitif. Et donc voilà, donc là, effectivement, on voit tous les autres organismes dont on parlait, hein, organismes de formation avec les familles, bien sûr, avec les services médico-sociaux et sanitaires, et d'autres éléments qui n'ont pas été notés. Et oui, il y a évidemment une question effectivement sur comment est-ce que il faut réfléchir à la façon de lever les freins vers l'emploi ou vers la formation.
Et ça, c'est un point important, effectivement, dans la réponse. C'est voilà, comment est-ce que vous le voyez, comment est-ce que vous pensez qu'il est possible de faire quelque chose. Un deuxième point très important, c'est le suivi et les accompagnements des jeunes qui sont en emploi ou en apprentissage. Parce que pour certains, en fait, et pour beaucoup, on ne peut pas les laisser seuls. Et d'ailleurs, c'est ce qui a été dit, effectivement, c'est la question qui a été posée. Est-ce que des jeunes qui ont leur diplôme et pour lesquels c'est difficile, effectivement, d'aller vers un emploi, oui, c'est bien cette période où ils ont besoin d'être aidés. Et donc, il faut que vous nous expliquiez quels sont les moyens humains que vous mobilisez pour faire cet accompagnement. Et le dernier point, c'est l'existence effectivement entre le coordinateur de l'ULIS ou de l'ULIP du lycée et le dispositif d'accueil des jeunes, parce qu'on peut penser qu'effectivement, naturellement, les jeunes qui sont en classe ULIS dans votre lycée ou en ULIP vont aller dans ce dispositif. Et c'est intéressant effectivement de bien préciser ce lien qui existe entre le coordinateur et le dispositif. Évidemment, vos actions sont toujours aussi dépendantes des moyens que vous avez, que ce soit des moyens humains, des moyens techniques, et donc bien les préciser. Si vous pouvez aussi préciser en ce qui concerne les moyens humains, si ce sont des personnes qui sont en équivalent temps plein ou ce sont des personnes qui travaillent à temps partiel. Et si pour les moyens techniques, est-ce que vous avez assez de moyens informatiques, de moyens numériques et de locaux? Sur le point 6, les bénéficiaires du projet, et ben en fait, c'est assez simple, mais je précise peut-être, c'est-à-dire que vous pouvez vous dire, ben voilà, on reçoit en début d'année scolaire, c'est-à-dire en septembre, on reçoit tant de jeunes. La question, c'est de savoir si effectivement vous pouvez, est-ce que vous en recevez tout au long de l'année ou bien est-ce que vous en recevez uniquement en septembre. Donc, l'idée, c'est de savoir combien de personnes vont passer par votre dispositif au cours de l'année scolaire. Ça peut commencer à 5 au mois de septembre et puis passer à 10 en décembre et à 15 en janvier. Là, pour ça, c'est pour sur le grand B, la durée moyenne observée et ou prévue d'utilisation du dispositif par jeune. Alors, pour les dispositifs qui existent déjà et qui sont en période de déploiement, ce qui est intéressant de savoir, c'est à partir de quand, ou est-ce que c'est au bout de 1 an, de 6 mois, de 18 mois, de 24 mois, que les jeunes vont sortir du dispositif parce qu'ils sont devenus totalement autonomes et qu'ils ont trouvé effectivement leur place, ou est-ce que c'est plus court, est-ce que c'est plus long? Alors évidemment que pour les projets qui sont balbutiants, qui commencent, ça va pas être possible. En revanche, vous pouvez peut-être avoir une idée, vous dire, nous, on pense que ça sera au bout de 6 mois, 18 mois, 24 mois. On a besoin aussi de connaître les types de troubles des jeunes qui sont accueillis, parce qu'effectivement, forcément, le dispositif est un peu différent en fonction des types de troubles. Y a pas pour le coup, il n'y a pas de critères particuliers de ça. C'est juste pour que nous, effectivement, on ait une petite idée quand même. Et l'âge moyen des jeunes, est-ce qu'on est plutôt vers le 18 ans, plutôt vers 20 ans, plutôt vers 25 ans? Donc, voilà, en fonction des éléments que vous nous donnerez, ça nous permettra de voir ce qu'il en est, sachant qu'effectivement, l'idée, c'est pas quand même d'avoir un âge moyen de 30 ans. Hein. On est plus proche de juste la préscolarité. Oui. Ça va permettre un petit peu de savoir si on est effectivement dans des zones qui sont plus ou moins fragiles socio-économiquement. Et puis, on arrive très vite sur la mesure de l'impact. Donc, l'impact, c'est effectivement mesurer les résultats que vous pensez obtenir ou que vous avez obtenus vis-à-vis des jeunes et vis-à-vis des entreprises. D'accord? Et puis, voilà, c'est ce que vous pensez avoir. Et puis après, s'il y a un bilan, est-ce qu'il y aura un bilan existant ou à venir de suivi des jeunes qui soit qualitatif ou qui soit quantitatif? Donc, ça veut dire que quantitatif, c'est quelque chose qui est facilement mesurable. Qualitatif, eh bien, il est mesurable d'autres façons. Pareil, donc on a pris auprès des entreprises. Et dernier point, on en avait un peu parlé tout à l'heure, encore votre projet complète-t-il existant dans votre localité, dans votre région? Eh bien, c'est-à-dire que votre dispositif, il va répondre à quelque chose qui n'existe pas. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de savoir ce qui existe déjà et comment ça le complète. Je pense qu'on est arrivé à peu près bientôt vers la fin de l'appel à projet. Exactement. Le calendrier des actions de votre projet. Donc, est-ce que c'est un projet que vous avez commencé? Si vous l'avez déjà commencé, est-ce que vous pouvez nous donner les grands temps forts? Est-ce que c'est complètement sur l'année scolaire ou c'est sur l'année civile? Est-ce que en septembre, il se passe quelque chose en décembre, en février, en mars, en juin? Oui ou non? Et puis, si c'est donc ça, c'est quelque chose qui est déjà existant ou s'il n'existe pas encore, comment vous voyez le calendrier à venir? C'est-à-dire, est-ce que vous commencez, quand est-ce que vous comptez commencer? Donc, préciser si c'est un début, je sais pas, moi, un début en avril, après en juillet, puis après en septembre, et à chaque fois les grandes étapes. Par exemple, je pourrais dire que vous avez un dispositif que vous comptez commencer en septembre 2024.
donc en septembre 2024. Donc, c'est-à-dire que vous allez commencer à aller présenter votre dispositif à un certain nombre de classes Ulysse en avril, mai, juin pour pouvoir vous faire connaître. Et puis après, en septembre, vous allez avoir donc les premiers inscrits. Puis après, vous allez de nouveau faire des présentations auprès de classes Ulysse. Donc, vous allez avoir de nouveaux inscrits. Peut-être que vous allez contacter Pôle emploi et la mission locale qui vont vous amener des nouveaux jeunes. Peut-être quand est-ce que vous allez les rencontrer? Est-ce que c'est quelque chose qui est régulier, qui n'est pas régulier? Voilà, c'est ça. Le calendrier, c'est ça. C'est bien comprendre en fait comment sont vos actions. Enfin, les finances, eh ben, avec toute cette action, soit qui est déjà menée, soit un dispositif qui est déjà existant, soit un dispositif qui est à venir, en fonction du budget que vous avez fait, quels sont vos besoins financiers, c'est-à-dire que cet appel à projet ne financera pas tous vos besoins financiers, mais une partie. Donc, il faut que vous nous précisiez un peu quels sont vos besoins et comment vous allez financer le reste. Et ça, c'est donc juste le point d'après. C'est effectivement l'affectation, ça c'est l'affectation du don, c'est-à-dire que les fonds que vous allez demander à la Fondation Saint-Mathieu, parce que c'est la Fondation Saint-Mathieu qui va ouvrir les cordons de la bourse, vont servir à financer, est-ce que c'est du matériel, est-ce que c'est du personnel, et ce personnel, c'est sur une durée de 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an. Voilà, il faut le préciser. On va vous demander de faire un budget détaillé, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure en introduction, avec sous la forme de tableau Excel. C'est beaucoup plus simple pour nous de pouvoir le travailler avec, avec des colonnes emploi, des colonnes ressources sur 3 ans. Et puis pour qu'on se rende compte un petit peu de l'écosystème en fait de ce dispositif, le bilan comptable de l'établissement auquel il est rattaché sur les 2 dernières années, qui soit certifié par un expert comptable. Voilà, on doit arriver à la fin. C'est les autres informations que vous jugez nécessaires et qui n'ont pas été posées donc, pendant cet appel à projet, puis la signature électronique du porteur de projet et du chef d'établissement. On est allé vraiment dans le détail effectivement d'appel à projet. C'était à la fois pour vous dire que c'était complet et que c'était pas très compliqué à remplir, mais qu'effectivement il faut se poser quand même pour le faire. Et c'est en se posant que vous allez vous dire que vous faites des choses absolument formidables et puis qu'il y a des choses sur lesquelles vous pouvez peut-être creuser un petit peu plus pour pouvoir répondre en tout cas aux questions. Moi, je suis certaine en tout cas que ça permettra de donner encore plus de, votre projet déjà a une grande valeur, mais veut dire que ça va le rendre encore plus fort, encore plus riche. Et je crois que c'est vraiment fait pour ça. L'idée, c'était de dire aussi qu'il ne s'agit pas non plus de vouloir faire des choses pharaoniques, parce que certains peuvent avoir peur en disant je ne vais pas me lancer là-dedans, c'est trop compliqué. Il vaut mieux des petites choses simples et efficaces que des opérations extrêmement articulées et complexes et qu'on n'arrivera jamais à réaliser vraiment. Complètement. Donc, simplement, il faut Très bien avoir en pragmatique. tête quel est l'objectif. Hein. C'est bien chaque fois pour des jeunes qui sortent du LISPRO, eh bien, cette nécessité d'être accompagnés ou vers l'emploi ou vers des dispositifs de formation leur permettant ensuite d'entrer dans l'emploi. Exactement. Donc, soyons très pragmatiques. Honnêtement, c'est ça qui fait la qualité d'un dossier, c'est le côté qui soit très pragmatique et qui soit vraiment concret. Qu'on se dise, OK, c'est très bon, ils vont y aller, ça va être simple, ça va pas être une usine à gaz. Eh bien, nous allons conclure ce temps ensemble. De toute façon, donc, vous avez des interlocuteurs pour la suite et le prolongement. On sait que de toute façon, souvent, ces webinaires sont vus en replay. Donc, vous n'hésitez pas. Si vous êtes dans ce cas-là à le visionner un petit peu plus tard, vous avez la possibilité de continuer à poser des questions si c'est besoin. Et puis, on remercie chacun d'entre vous parce que c'est quand même un beau projet. C'est un beau projet qui se lance pour les familles qui, certaines, on le sait, se retrouvent sans solution pour leurs enfants qui restent à la maison. C'est un projet qui peut également être porteur pour les élèves qui veulent construire non seulement un parcours scolaire, mais plus généralement aussi un parcours de vie. Et ce sont des projets qui sont soutenus et qui nous semblent intéressants pour les établissements d'enseignement catholique et puis pour les diocèses qui ont cette vigilance, ce regard attentif aux plus fragiles et qui participent à cette construction de l'élève, non pas seulement en tant qu'élève, mais en tant que personne. Donc vraiment, un grand merci à chacun d'entre vous.